Voilà, bonjour les amis Internet, Alain Dũng, je suis à Boulogne-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 23 octobre 2020. Je suis avec mon ami Bernard Fabre-Test, médecin globe-trotteur, qu'on a parlé dans une vidéo précédente, qui est maintenant spécialiste au département Pas-de-Calais, de la région Hauts-de-France, spécialiste de la tuberculose. Mais on va pas parler de tout ça, hein. On va parler de Bernard et cet amour, cette relation forte, très forte, depuis longtemps, avant même que Bernard soit né, hein, avec le Vietnam, sa famille, ses familles peut-être aussi avec le Vietnam. Voilà. Xin kính chào quý vị, các bạn và các bạn trên Internet. Alain Dũng rất là hân hạnh hôm nay 23 tháng 10 2020 ở một cái thị trấn tên là Boulogne-sur-Mer, cách Paris khoảng chừng 300 cây số đi về hướng Bắc. Đang là trò chuyện với lại anh bạn tên là Bernard Fabre-Test. Anh Bernard Fabre-Test là cái người đã đi du lịch, đã làm việc từ hơn 40 năm nay, rất là trên nhiều quốc gia trên thế giới. Anh ta đã là cái người gọi là một trong những người mà gọi là lo về ngừa bệnh rất là nhiều như và đó. Thì bây giờ là cái khoảng thời gian sau này, 8 năm cuối cùng sau này thì anh ta lo về bệnh lao. Nhưng mà trong cái video này chúng ta sẽ nói về cái sự quan hệ giữa gia đình của anh ta với lại Việt Nam. Voilà, donc quelques petits mots en vietnamien pour résumer ce que je viens de dire en français. Et j'ai appris quand même un détail très important puisque tu es marié avec une Vietnamienne. Oui. À toi jouer, Bernard, raconte-nous cette histoire familiale, hein, que j'ai appris que récemment, hein, entre toi, ta famille et le Vietnam. Ok. Bonsoir Alain, merci beaucoup pour cette courte introduction. Et malheureusement, même après des années de vie commune, de mariage avec mon épouse vietnamienne, je suis malheureusement incapable de comprendre totalement et surtout de parler le vietnamien, qui est une langue, il faut le reconnaître, difficile pour un Français, parce que, vous le savez très bien, le vietnamien, même si elle a une langue facile d'un point de vue grammatical, a vraiment un problème pour nous, les Français. C'est une langue tonale avec 5 tons, donc je ne vais pas discuter là-dessus, c'est pas mon problème, mais je vais effectivement te raconter un petit peu ces liens très particuliers, ce lien avec le Vietnam qui dure depuis des années et qui se poursuit à l'heure actuelle avec aussi une de mes nièces qui vit actuellement au Vietnam, qui est partie au Vietnam juste avant le Covid et qui malheureusement ou heureusement est un petit peu bloquée là-bas, mais pour lequel il y a un engagement encore plus fort que le mien puisqu'elle va vivre au Vietnam d'une façon définitive. Moi, ma vie avec ma relation au Vietnam, elle est d'abord très profonde depuis très longtemps. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour mon père, mais elle est aussi quotidienne puisque je suis marié avec Marie-Madeleine Thi Dieu Thiang, qui est donc vietnamienne, et on aura l'occasion peut-être d'en parler un peu plus tard. Voilà. Donc, pour, disons, commencer, eh ben, l'histoire de ma relation familiale et la mienne avec le Vietnam remonte à 1936, puisque c'est à ce moment-là, en 1936, que mon grand-père, médecin de marine et médecin de santé publique, est parti au Vietnam, envoyé par la France, bien sûr, puisqu'il était officier de marine, médecin de marine, pour être en charge de l'hygiène et de la santé publique basée à Saigon. À l'époque, on appelait ça Saigon, non pas Ho Chi Minh. Et d'ailleurs, actuellement, on appelle toujours Ho Chi Minh Saigon, en fin de compte. Hein, c'est la vérité. Donc, mon père, qui est né en 1922, est parti au Vietnam. Enfin, à l'époque, on ne disait pas le Vietnam, on disait l'Indochine, en 1936, à l'âge de 14 ans. Et il a été scolarisé au fameux grand lycée de Saigon qui s'appelle le lycée Chasseloulouba, et un peu histoire aussi assez extraordinaire, il était dans la même classe que le prince, à l'époque, le prince Norodom Sihanouk,
et puis aussi quelqu'un qui est aussi connu dans certains milieux, notamment dans le milieu de la mer et de la voile, un navigateur français célèbre qui s'appelle Bernard Moitessier. Donc il a passé sa scolarité au lycée de Chatoulouba à Saigon. Ton père? Hein? Ton père? Oui, mon père, bien sûr. Mm. Et mon père, son frère et ses deux sœurs ont donc vécu une grande partie de leur adolescence à Saigon. Et c'est avec d'ailleurs beaucoup d'émotion que, il y a quelques années en arrière, j'avais invité ma mère et ma tante, qui est la sœur de mon père, à visiter Saigon, à venir nous voir à l'époque aux Philippines, mais on s'était rencontrés donc à Saigon, et ma tante avait retrouvé la maison où avait vécu mon père et ses parents, et où elle avait vécu elle-même quelques années de son adolescence. Donc voilà, mon père a été en 1936 au lycée à Chatoulouba, et en 1940, au moment de le démarrage de la Deuxième Guerre mondiale en Indochine, mon père, lui, a été appelé pour servir dans la marine française comme matelot et faire la guerre à l'époque essentiellement contre les Japonais. Et son camarade de classe, lui, le prince de Rodon-Sihanouk, en 1940, a été appelé à prendre le trône du Cambodge à Phnom Penh. Donc l'un est devenu roi du Cambodge et l'autre il est devenu matelot dans la marine française pour se battre contre les Japonais. Vous voyez les destins totalement différents que peuvent avoir deux jeunes garçons du même âge, ayant vécu quelques années ensemble dans le même lycée. Donc mon père a vécu une grande partie de son adolescence à Saigon. Il avait fait la guerre contre les Japonais. D'ailleurs, à la fin de la guerre, il avait été porté disparu. Et en août 1945, à la fin de la guerre avec les Japonais, mon père a été porté disparu et sa famille n'avait pas de nouvelles de lui. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que mon père était avec un autre matelot. Ils étaient en bédalong et ils erraient en bédalong habillés avec un caleçon fait par de la toile de parachute par des sœurs de je ne sais plus quel couvent du sud-Vietnam. Et dès qu'ils voyaient un bateau de guerre ou enfin quelque chose qui brillait comme un bateau de guerre en bédalong, ils se cachaient parce qu'ils croyaient que c'était des Japonais et ils ne savaient pas que la guerre était finie. Mais bon, en début 1946, la marine française a quand même cherché et a réussi à récupérer tous ces marins perdus en bédalong, et mon père a été retrouvé comme ça. Il a été envoyé à Bai Chai en Chine, et de là il a été rapatrié ensuite à Saigon, où il a retrouvé sa maison, sa famille, sa mère. Et d'ailleurs sa mère, quand elle l'a vu arriver dans le jardin de leur concession à Saigon, est tombée dans les pommes, elle s'est évanouie parce qu'elle croyait revoir un fantôme revenir, et c'est pas son fils. Donc l'émotion incroyable, mais sa mère, donc, et voilà. Mais bon, après tout est rentré dans l'ordre, mon père a pu être rapatrié avec sa famille, mon grand-père, ma grand-mère, ses deux sœurs, son frère, ça, en France, avec le bateau, d'ailleurs le fameux bateau Le Pasteur, qui a été un des derniers bateaux à quitter l'Indochine à cette époque-là. Voilà. Et donc 46? Oui. Oui, c'est ça. Oui, printemps 46. D'accord. Voilà. Et mon père a ramené quelques souvenirs du Vietnam, enfin de l'Indochine, parce qu'à l'époque on ne disait pas encore le Vietnam, pour les Français on disait l'Indochine. Il a ramené l'amour de ce pays, je pense, malgré toutes les misères et tout ce qu'il avait pu connaître là-bas. Il a ramené le goût de manger du riz. Il adorait manger du riz. Il le cuisinait d'ailleurs très bien. Il a ramené le goût du Ngoc Mam. Moi, j'ai connu dès ma petite enfance, il y avait toujours à la maison, dans la cuisine, une bouteille d'un vieux Ngoc Mam on allait d'ailleurs acheter dans des boutiques vietnamiennes à Marseille. Et puis, il a malheureusement aussi ramené le paludisme. Pendant des années, mon père a eu des crises de paludisme. Jusque dans le milieu des années 60, il avait eu un paludisme qui était... après, quand j'ai fait mes études de médecine, je savais quel type de paludisme c'était, mais c'est donc un paludisme, ce qu'on appelle le paludisme vivax, qui était un paludisme qui
est récurrent et qui est très long à disparaître. Donc moi j'ai connu mon père ayant des crises de paludisme, de fièvre et tout, jusque dans les années 60 et tout, quand il était dans le midi de la France où nous avions une propriété agricole. Voilà. Donc ça c'est mon souvenir du Vietnam. Et puis on avait eu aussi un oncle de ma mère, un oncle donc du côté maternel, qui avait été un ingénieur qui avait participé et contribué à l'installation des chemins de fer au niveau du Vietnam. Et il sait que lui, il s'était marié avec je me souviens plus exactement, je crois qu'elle était d'origine cambodgienne, vietnamienne, elle était, je pense, des mix entre les deux, et elle s'appelait Tante Moy, et on avait connu avec elle ce que c'était le goût, non pas des nems, tout le monde parle de nems en France, quand on va au restaurant vietnamien, on commande des nems. Non, moi j'ai connu ce qu'on appelait les chayo. Chayo, c'est le nom pour les nems, mais dans le sud Vietnam, dans l'Indochine, à Saigon, et on appelle ça des chayo et non pas des nems. Oui. Voilà, donc voilà un petit peu des souvenirs, disons, vraiment qui m'ont marqué, sans trop me marquer, mais qui viennent de cette période-là. Et puis après, bon, moi j'ai fait mes études, mon père nous a jamais parlé de l'Indochine, il n'aimait pas trop en parler, surtout parce qu'il avait fait la guerre, et il n'aimait pas trop parler de ces années de guerre contre les Japonais. Je sais qu'il avait ramené, et c'était un truc qu'on avait trouvé dans une vieille armoire à la maison, dans la chambre de mes parents, c'était un gilet, enfin un tricot en coton, qui était un tricot en coton qui en fin de compte, mon père avait ramené d'un japonais qu'il avait, si j'ai bien compris, c'est ce que m'a raconté notre maman et tout, qu'il avait donc tué pendant la guerre, et c'était quand même un souvenir assez dramatique pour lui d'avoir, mais c'était disons quelque chose qu'on a toujours vu dans l'armoire de la maison, ce petit tricot en coton avec un trou qui correspondait à une balle, qui était effectivement disons un souvenir douloureux de la guerre, non pas d'Indochine, non pas la guerre du Vietnam, mais la guerre du temps contre les Japonais. Voilà. Donc voilà les quelques souvenirs dont je me souviens de mon enfance et qui étaient en relation avec le Vietnam. Bon, moi j'ai fait mes études de médecine, je suis parti après, comme je l'ai raconté dans la première vidéo, dans différents pays d'Afrique et d'Asie, au Cambodge et tout, mais malheureusement mon père est mort en 87 d'un accident de la route, et il n'a jamais su, puisqu'il est mort bien avant, qu'un jour un de ses fils partirait donc au Vietnam, donc dans ce qu'on appelait l'Indochine à l'époque, et il rencontrerait l'amour de sa vie, sa femme, et voilà. Donc mon père n'a jamais vu ça, mais ma mère, quand je suis parti au Cambodge, bien sûr, m'a raconté plein de choses qu'elle ne disait pas avant sur cette période un petit peu douloureuse que mon père avait vécue, non pas au début de son séjour en Indochine, puisque ça avait été un séjour très heureux d'adolescence, et notamment de cette scolarité à Chasselouba, mais un petit peu de ce qu'il a vécu et que ma mère avait appris, peut-être sur le coin de l'oreiller, sur la guerre et ce qui s'était passé contre les Japonais, notamment cette retrouvaille en baie d'Along de mon père avec un autre matelot français. Voilà, donc je suis parti au Cambodge en 95, comme je l'ai raconté dans une précédente vidéo, et mon père, bien sûr, n'a jamais su ça. Et par contre, j'ai retrouvé avec une intense émotion beaucoup de souvenirs qui m'avaient été racontés un petit peu par ma mère après ça, quand j'ai débarqué pour la première fois, enfin pas débarqué puisque je suis allé en voiture de Phnom Penh à Saigon, et en avril 96 je crois, c'était mon premier séjour, quand j'avais été invité par Médecins du Monde à participer à une réunion sur le sida à Saigon. Et vraiment curieusement, quand je suis arrivé à Saigon, enfin Ho Chi Minh, puisque en 96 Saigon ne s'appelait plus Saigon, mais s'appelait Ho Chi Minh City, j'ai eu le sentiment incroyable de me sentir chez moi, de me sentir comme si
je sais pas, comme c'était mon pays aussi, donc j'ai retrouvé là-bas, je sais pas, une atmosphère. Je me rappelle avoir découvert quelques petits restaurants français dans les rues du côté de Dong Khoi, qui à l'époque s'appelait, enfin du temps de l'Indochine, s'appelait la rue, comment ça s'appelle ah, enfin, on retrouvera le nom plus tard, c'est pas grave. Et donc j'avais retrouvé l'atmosphère assez particulière de petits restaurants français du côté de Dong Khoi. J'avais aussi, c'était incroyable, mais arrivé à Saigon on trouve, en 96, début 96, il y avait encore des dauphines, il y avait encore des 4 chevaux, il y avait encore des tractions avant, qui faisaient qu'une atmosphère un peu particulière à Saigon. Ça a vite disparu parce que très rapidement, il y a d'ailleurs, ces voitures-là étaient des taxis ou non? C'était encore des taxis ou... Il y avait des taxis, mais il y avait des voitures particulières. C'est des voitures particulières, oui, c'est ça, oui. Voilà. Et donc, l'atmosphère que j'ai trouvée à Saigon, c'était bien de revenir chez toi. C'était l'impression, non pas de revenir chez moi, mais de trouver une atmosphère qui familière, dans laquelle, comme si j'avais déjà vécu auparavant, donc je me suis retrouvé, j'ai été d'emblée, disons, enthousiasmé par ce pays, et quand je suis rentré de Saigon à Phnom Penh avec Médecins du Monde, la première chose que je suis allé faire, je suis allé voir l'agent de voyage qui m'avait fait mon premier visa pour aller au Vietnam, donc pour ce périple avec cette réunion avec Médecins du Monde, et je leur ai dit, écoutez, moi j'ai envie d'aller au Vietnam quand je veux, à n'importe quel moment, et donc débrouillez-vous, mais essayez de me procurer un visa, je dirais quasi permanent pour le Vietnam. Comme ça, si j'ai l'envie de partir un week-end, je ne vais pas passer 15 jours pour obtenir mon visa, je partirai tout de suite pour le week-end. Et c'est ce que j'ai obtenu. Rapidement, l'agence de voyage m'a procuré auprès de l'ambassade du Vietnam à Phnom Penh un visa permanent, avec entrée permanente au Vietnam pour 6 mois, que j'ai renouvelé en fin de compte pendant les 6 ans où j'ai été au Cambodge. J'ai renouvelé mon visa permanent pour le Vietnam et je suis allé pratiquement, je dirais, 1 fois par mois au minimum au Vietnam pendant tout mon séjour au Cambodge. Donc si vous faites le calcul, ça fait grosso modo à peu près une soixantaine de fois j'ai dû aller au Vietnam depuis le Cambodge, et ensuite j'ai continué à voyager au Vietnam, et si je ne me trompe pas, je dois avoir à peu près 75 tampons d'entrée et sortie au Vietnam sur mes passeports, voilà. Et donc c'est avec chaque fois que je partais le week-end disons de Phnom Penh à Saigon, je passais un week-end, je partais le vendredi soir de Phnom Penh en avion. Mon plaisir c'était de visiter les galeries de peinture. Je ramenais chaque fois assez souvent, pas chaque fois, mais assez souvent une peinture, un tableau, enfin même des fois c'était les premiers tableaux que j'ai ramenés, c'était des tableaux peints sur du papier journal, hein, par des artistes absolument pour que je trouve talentueux, et j'ai toujours ces tableaux à la maison, ils sont là. Et le dimanche après-midi, quand je reprenais la route pour l'aéroport, je m'arrêtais toujours, quand c'était la saison, pour acheter 1 ou 2 kilos de fraises de Dalat qui étaient en vente dans la rue à Saigon, sur la route de l'aéroport. Voilà un petit peu les souvenirs de mes premiers voyages au Vietnam. Et dès que j'avais un peu plus de temps, disons je pouvais ajouter un jour à un week-end, et ben des fois je partais un peu plus loin, c'est-à-dire que je suis allé à Dalat, je suis allé à Hanoï, je suis allé dans plusieurs endroits de trucs, et j'ai pratiquement été un peu partout au Vietnam, dans des courts séjours de week-end ou bien de courtes vacances que je prenais au Vietnam pendant toute cette période. Et puis en juillet 98, j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer mon épouse, Vu Dieu Chang, madame, son nom de famille c'est Wu, son prénom c'est Thi Dieu Chang, et nous sommes mariés très rapidement, voilà. Et donc ça a renforcé mon amour et mes liens avec ce pays, que je connais, je dirais pas parfaitement, mais que je connais beaucoup, et que j'ai eu la chance de visiter dans pratiquement tous disons ces spots
géographiques, touristiques et tout. Il y a quelques-uns, je ne suis pas encore là, mais je suis sûr que d'ici la fin de ma vie, j'aurai l'occasion de les visiter. Voilà. Notamment, je parle de Cao Bang, où je ne suis pas allé, où j'aimerais beaucoup visiter, parce que c'est la partie du nord du Vietnam. Un endroit magnifique. Il y a un an, il y a déjà 3 ans, même c'était en novembre 2017, on est retourné au Vietnam avec mon épouse, bien sûr, qui va régulièrement, moi aussi, mais on est retourné au Vietnam avec un ami et nous avons eu le plaisir de lui faire découvrir ce pays. Il a beaucoup apprécié. Nous sommes allés dans plein d'endroits du Vietnam et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à visiter. Et comme je le disais aussi, notre histoire familiale avec Vietnam n'est pas terminée, puisque j'ai une de mes nièces qui a épousé elle-même ce qu'on appelle un quarteron, donc un petit-fils de Vietnamien en France et tout, et qui a donc, dont les enfants donc, ont aussi un petit peu de sang vietnamien dans les veines, et qui, elle, a quitté la France en fin décembre 2019 avec le projet de s'installer au Vietnam et de monter une agence de voyage touristique pour faire visiter le Vietnam à différents publics, et notamment soit les expatriés vivant au Vietnam, soit des gens vivant en Europe, bien sûr, pour découvrir ce pays qui est, il faut le reconnaître, un des plus beaux du monde. Voilà. Merci, c'est vraiment magnifique. Alors, je résume. Ton grand-père a débarqué au Vietnam en 1936. 4 ans après, hein, c'est ça, en 1936, donc 1940. Ton père est engagé dans la marine française. Hein. Oui, il avait 18 ans, donc il a été incorporé. Donc très jeune, hein, 18 ans, hein, voilà. Et 5-6 ans après, il a été repêché à la baie à Long, après... oui, donc en 1946. Début 46. Oui, début 46, repêché. Et là, tout le monde est rentré en France. Donc ton grand-père et ton père. Oui, mon grand-père, sa mère oui. Et ses 2 sœurs, son frère, tout ça, ils sont rentrés en France avec le fameux bateau Pasteur que beaucoup de gens connaissent. Hein. D'accord. Et au Vietnam, ton père était avec son père. Et ben, toute la famille, c'est 2 sœurs également, hein, c'est ça. Hein. Et puis, des années après, hein, quand même. Hein, ben oui, parce que des années après. 46, tu calcules, ça fait 46, 86, ça fait 40 ans. 60 ans. 50 ans après. 50 ans après. Oui. 50 ans après. Avec ce que tu fais là en tant que médecin globetrotter et donc basé au Cambodge, que tu as pu renouer hein, quelque part, puisque avant, depuis 1976, date à laquelle tu as eu ton diplôme de médecin, tu n'arrêtais pas d'être en mission en Afrique, surtout en Afrique pendant les 20 premières années et ensuite au Cambodge. Et puis le destin t'a amené à voyager beaucoup plus souvent et puis rencontrer Trang qui est ta femme depuis 22 ans avec le Vietnam, et puis sa nièce qui s'est installée au Vietnam. Oui, ma nièce, oui. Oui, et puis il y a encore tout à l'heure, tu me parlais de quelqu'un là, ou alors je ne m'en rappelle plus. Quelqu'un qui... non, je ne me rappelle plus, hein. On a parlé tellement de choses. Je disais simplement qu'en 2017, il y a 3 ans déjà, on a eu le plaisir de faire découvrir un de mes amis médecin, docteur Georges Soula, qui est un grand ami, et de lui faire découvrir ce pays qu'il a lui-même aussi adoré du premier coup. Voilà. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais bien dire aux Vietnamiens, à part que cet amour, à part que parce que tout à l'heure tu m'as dit quelque chose que j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est que quand tu es allé au Vietnam, donc 50 ans après ou 60 ans après, la première fois que ton grand-père et ton père sont arrivés au Vietnam, T'as l'impression que c'est une atmosphère familière, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Ah, non, ça. Il faut me dire que ça soit, je crois que dans beaucoup de pays qui sont des
colonie oui, française. Oui, oui. On ne va pas discuter ce soir de ce Oui. qu'était la colonisation, Oui, la décolonisation, oui. ratée ou pas ratée, Oui, c'est pas oui, le oui, problème. oui. Mais il y a des choses extraordinaires. C'est Oui. qu'effectivement, par exemple, moi, Oui. je me rappelle d'un voyage au Laos aussi, Oui. à cette époque, quand j'étais au Cambodge, où je suis allé et j'entendais des gens derrière, cachés derrière des haies. Et en fin de compte, ces gens-là, ils jouaient aux boules. À la pétanque. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment français, ça. Hein? Et puis, quand tu es au Vietnam... le marché de Bến Than, oui, le marché La Poste. Non, mais Hein? oui, bien sûr, les vestiges coloniaux, Oui. mais des trucs qui sont restés comme... on mange un pain délicieux, que ce soit à Saigon, Hanoï, les gens font des baguettes Oui. avec lesquelles on fait des sandwichs vietnamiens. Oui. Ça, c'est vraiment un héritage, si on peut dire, positif de, oui. de la France, d'avoir laissé la capacité aux Vietnamiens de faire un pain délicieux. Oui, voilà. oui. Donc, moi, j'ai rien de spécial à dire au Vietnam, simplement que c'est un pays que j'admire, parce que on peut avoir différents points de vue politiques, tout ça, mais je pense que c'est un pays qui a fait... Comme s'appelle, malheureusement, après 30 ans, même plus de guerre, la guerre d'Indochine française, la guerre du Vietnam et tout, c'est un pays qui s'est relevé et qui a montré à l'ensemble du monde ses capacités d'être un pays fort et qui a mis, comme s'appelle, il faut bien se dire la chose, c'est que si le Vietnam n'avait pas connu cet épisode dramatique de 2 guerres successives, la guerre d'Indochine française, la guerre du Vietnam, c'est un pays qui serait, mais au niveau du Japon, au niveau de beaucoup d'autres pays du monde, parce que les Vietnamiens ont une capacité disons, ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui ont une capacité de lutter contre les terribles drames qu'ils ont vécus et qui sont actuellement... moi, je peux avoir que de l'admiration pour un pays comme celui-là et le peuple vietnamien. Voilà. Merci beaucoup Bernard pour ce partage, pour cette histoire intime quand même de la famille, hein, parce que même si c'est une très belle histoire, on ne peut pas toujours partager avec tout le monde. Donc je te remercie vraiment sincèrement de nous faire connaître cette relation qui est arrivée avant même ta naissance déjà, et que tu te rappelles bien, preuve comme quoi que tes liens familiaux, tout ça, ça reste intact, n'est-ce pas, de tout ça, hein? Merci beaucoup les amis et les amis internet, Alain Lyon et surtout Bernard Fabre-Test qui nous a partagé, allez, on va dire cet amour avec de la France au Vietnam. Merci Bernard, à la prochaine vidéo. Bonne soirée à vous tous, depuis Boulogne-sur-Mer. Bonsoir Alain, merci Oki. Merci.